Meursault reste en prison pendant 1 an. Le procès prend place l'été suivant. Les débats se sont ouverts avec, au dehors, tout le plein du soleil. Mon avocat m'avait assuré qu'il ne durerait pas plus de 2 ou 3 jours. D'ailleurs, la cour sera pressée parce que votre affaire n'est pas la plus importante de la session. Il y a un parricide qui passera tout de suite après. Au palais de justice, Meursault voit les jurés qui le regardent. Je n'ai eu qu'une impression. J'étais devant une banquette de tramway et tous ces voyageurs anonymes épiaient le nouvel arrivant pour en apercevoir les ridicules. Je sais bien que c'était une idée niaise, puisqu'ici ce n'était pas le ridicule qu'il cherchait, mais le crime. Cependant, la différence n'est pas grande et c'est en tout cas l'idée qui m'est venue. Au début de l'audience, Meursault remarque 2 personnages étranges. L'un des journalistes, beaucoup plus jeune, habillé en flanelle grise avec une cravate bleue, avait laissé son stylo devant lui et me regardait. Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses 2 yeux très clairs qui m'examinaient attentivement sans rien exprimer qui fût définissable. Et j'ai eu l'impression bizarre d'être regardé par moi-même. J'ai reconnu la petite bonne femme du restaurant avec sa jaquette et son air précis et décidé. Elle me regardait avec intensité. Il est significatif que le procès de Meursault soit suivi par ces 2 journalistes très opposés. D'un côté, en miroir de lui-même, un personnage qui représente peut-être la recherche du sens ou la nostalgie d'une identité, et de l'autre, une automate qui est certainement une autre forme symbolique de la fatalité, une femme qui représente le caractère mécanique du procès et inéluctable de la mort. En effet, si l'absurdité était un drame, il faudrait 3 personnages, explique Camus dans le mythe de Sisyphe. L'irrationnel, la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête-à-tête, voilà les 3 personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable. Les différents personnages de la première partie sont maintenant les témoins appelés à la barre. Le premier à apparaître, c'est le directeur de l'asile de Marengo. Il a dit, en regardant ses souliers, que je n'avais pas voulu voir maman, que je n'avais pas pleuré une seule fois, et que j'étais parti aussitôt après l'enterrement sans me recueillir sur sa tombe. Une chose encore l'avait surpris. Un employé des pompes funèbres lui avait dit que je ne savais pas l'âge de maman. Il y eut un moment de silence et le président a demandé au procureur s'il n'avait pas de questions à poser aux témoins. « Oh non, cela suffit !» Avec un tel éclat et un tel regard triomphant dans ma direction que pour la première fois depuis bien des années, j'ai eu une envie stupide de pleurer, parce que j'ai senti combien j'étais détesté par tous ces gens-là. Deuxième témoin, le concierge de l'asile. Il a répondu aux questions qu'on lui posait. Il a dit que je n'avais pas voulu voir maman, que j'avais fumé, que j'avais dormi et que j'avais pris du café au lait. J'ai senti alors quelque chose qui soulevait toute la salle et pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable. Messieurs les jurés apprécieront, ils concluront qu'un étranger pouvait proposer du café, mais qu'un fils devait le refuser devant le corps de celle qui lui avait donné le jour. Vient ensuite le tour de Thomas Pérez. Vous comprenez, moi-même j'avais trop de peine, alors je n'ai rien vu. C'est la peine qui m'empêchait de voir. Le lecteur se souvient alors du moment où Thomas Pérez est arrivé à l'église, le visage baigné à la fois de larmes et de sueur, après une si longue marche au soleil. Quand il parle de peine, est-ce qu'il désigne une souffrance physique ou une souffrance morale? En fait, Meursault n'est pas si éloigné de ce personnage, lui-même facilement aveuglé par ses perceptions. L'avocat général lui a demandé si, du moins, il m'avait vu pleurer. Pérez a répondu que non. Mon avocat s'est fâché, il a demandé s'il avait vu que je ne pleurais pas. Pérez a dit non. Le public a ri. Mon avocat s'est retroussé les manches. Voilà l'image de ce procès. Tout est vrai et rien n'est vrai. Arrive ensuite Céleste. Il a mis alors ses mains sur la barre et l'on voyait qu'il avait préparé quelque chose. Pour moi, c'est un malheur. Un malheur, tout le monde sait ce que c'est. Ça vous laisse sans défense. Eh bien, pour moi, c'est un malheur. Il allait continuer, mais le président lui a dit que c'était bien et qu'on le remerciait. Comme s'il était arrivé au bout de sa science et de sa bonne volonté, Céleste s'est alors retourné vers moi. Il avait l'air de me demander ce qu'il pouvait encore faire. Moi, je n'ai rien dit, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie d'embrasser un homme. Ensuite vient le tour de Marie. Le procureur lui a demandé de quand datait notre liaison. Il a alors fait remarquer que c'était le lendemain de la mort de maman. Puis il a demandé à Marie de résumer cette journée. Devant l'insistance du procureur, elle a dit notre bain, notre sortie au cinéma et notre rentrée chez moi. « Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, cet homme prenait des bains, commençait une liaison irrégulière et allait rire devant un film comique. » Marie a éclaté en sanglots, a dit que ce n'était pas cela, qu'il y avait autre chose, qu'elle me connaissait bien et que je n'avais rien fait de mal. Masson a déclaré que j'étais un honnête homme et qu'il dirait plus, j'étais un brave homme. C'est à peine encore si on a écouté Salamano quand il a rappelé que j'avais été bon pour son chien, et quand il a répondu à une question sur ma mère et sur moi en disant que je n'avais plus rien à dire à maman et que je l'avais mise pour cette raison à l'asile. « Il faut comprendre », disait Salamano, « il faut comprendre ». Le dernier témoin, c'est Raymond. Il précise ses relations avec la sœur de la victime et explique que c'était un hasard si Meursault s'est trouvé sur la plage. Le procureur a voulu savoir si c'était par hasard que je n'étais pas intervenu quand Raymond avait giflé sa maîtresse, par hasard que j'avais servi de témoin au commissariat, par hasard encore que mes déclarations lors de ce témoignage s'étaient révélées de pure complaisance. Le procureur accuse Raymond d'être proxénète et Meursault d'être son complice.
Le même homme qui, au lendemain de la mort de sa mère, se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiables. Excédé, l'avocat de Meursault perd patience. Enfin, est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ? Le public a ri. Mais le procureur s'est redressé encore, s'est drapé dans sa robe et a déclaré qu'il fallait avoir l'ingénuité de l'honorable défenseur pour ne pas sentir qu'il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. Oui, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel.